toutes et à tous. On va démarrer afin de respecter l'heure. Il est 19h. Merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir encore pour assister à cette deuxième conférence de cette nouvelle saison de l'Agora des Savoirs. Agora des Savoirs, créée et organisée par la ville de Montpellier depuis 2009. On est très heureux de vous retrouver aussi nombreux. On est malheureux pour celles et ceux qui malheureusement n'auront pas trouvé de place ce soir et qui devront se contenter, mais ce sera déjà très bien, de regarder la vidéo en ligne, puisque, sachez-le, pour celles et ceux qui l'ignorent, toutes les vidéos sont enregistrées et vous pouvez les retrouver sur la page YouTube de l'Agora des Savoirs. Un mot de remerciement également à l'équipe de Desel Interprétation, qui est déjà à l'œuvre et qui, mercredi après mercredi, réalise l'exploit de passer de discipline en discipline et d'accompagner nos intervenants par une traduction en langue des signes. Et enfin, un immense merci. Oui, vous pouvez les applaudir. Merci. Et enfin, un immense merci à vous, Claudine Cohen. On est très heureux de vous retrouver à l'Agora des Savoirs. On a regardé ensemble la dernière fois, c'était presque au tout début de l'aventure, les premières années, le 28 novembre 2012. Vous étiez venue parler de Georges Cuvier. Je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'EHESS, philosophe et historienne des sciences, spécialiste de l'histoire de la paléontologie et des représentations de la préhistoire, que certains de vos travaux sont devenus pionniers et ont été reconnus, enfin une très forte audience internationale sur les représentations sexuées de la préhistoire, entre autres, que vous êtes l'autrice de nombreux livres, je ne vais pas les citer, on va venir tout de suite au dernier, celui qui va faire l'objet, être le cœur de la conférence que vous allez nous donner, aux origines de la domination masculine, c'est aux éditions Passé Composé. Et en effet, on va le découvrir en vous écoutant, comme on le découvre et on l'apprend en vous lisant. Il n'est pas inutile, bien au contraire, de faire ce détour par le très lointain vers les origines pour arriver à comprendre la permanence, aujourd'hui encore, de cette structure de domination dont les effets délétères se font sentir chaque jour, au quotidien, dans nos sociétés, dans nos vies. Voilà, ce passage vers les origines, c'est ce que vous nous proposez ce soir. Je vous cède tout de suite la parole pour ne pas être trop long et on vous retrouvera après pour une séance de discussion avec la salle. Très bonne soirée. Merci beaucoup, Régis. C'est un grand bonheur de vous retrouver et de vous voir tous si nombreux ici ce soir. Et je voudrais remercier toute l'équipe qui a fait un travail admirable de préparation. C'était vraiment d'un confort absolu et on se sentait prise en main d'une façon magistrale. Voilà. Et puis merci aussi aux traductrices qui, évidemment, se sont très bien renseignées sur ce que je vais vous raconter ce soir. Et merci pour le travail qu'elles vont faire. Et donc, effectivement, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la place des femmes dans la préhistoire. J'ai écrit 2 livres, l'un qui est paru en 2003 et qui a été un petit peu une ouverture en France sur ces questions. On en parlait très peu. Les préhistoriens français sont des gens extrêmement rigoureux qui aiment beaucoup décrire, classer, mais qui se méfient des interprétations. Et donc, en tant que je suis historienne des sciences, philosophe, j'ai pu avoir une espèce de recul par rapport à ces questions et introduire donc des interrogations sur la place des femmes et sur la place du genre dans les sciences de la préhistoire. Et comme un mouvement presque normal, naturel, je me suis engagée récemment, plus récemment, donc cette réflexion plus ciblée sur la question des origines de la domination masculine. Alors, la domination masculine, longtemps, elle est allée de soi. C'était tout à fait évident que les hommes dominaient et même revendiquaient ce rôle. Elle a été même célébrée, le père de famille, l'autorité dans le couple, etc. Pendant de très longs millénaires ont été, disons, des choses qui semblaient naturelles, qui semblaient normales. Et il se trouve que, comme vous le savez, aujourd'hui, cette domination masculine, d'abord, il y a des réflexions sur elle,
Et elle est mise en cause dans nos sociétés au point qu'on a vu se défaire dans les 70 dernières années en France et depuis beaucoup plus longtemps dans le monde avec les mouvements féministes, on a vu se défaire cette évidence et on a vu se revendiquer l'égalité entre hommes et femmes qui s'est peu à peu inscrite dans nos lois. Et vous savez que depuis l'après-guerre, le Code Napoléon, qui vraiment installait la domination masculine dans la famille, mais aussi dans la société, à tous ces différents niveaux de la société, eh bien, s'est trouvé très largement révisé en ce qui concerne les rapports de genre, les rapports entre les sexes. Malgré tout, malgré ces mutations, ces transformations fondamentales, importantes, du droit, des comportements et même de ce qu'on peut croire acquis, eh bien, il y a la persistance de formes de domination, tant au niveau des individus qu'au niveau de différents lieux sociaux, que ce soit les lieux de travail, que ce soit les institutions, et au niveau politique et religieux. Il se trouve même qu'il y a dans certains pays encore ces règles très contraignantes qui imposent aux femmes une domination donnée comme légale et obligatoire. Et puis, il y a aussi toutes ces transgressions de la loi chez nous qui font que certains individus vont se mettre à violenter les femmes, à les dominer d'une façon ouverte ou plus ou moins cachée, à les harceler, à faire à avoir toutes sortes de pratiques qui montrent que cet imaginaire, cette idéologie de la domination masculine n'a pas disparu. Alors, la question qu'on peut se poser, et qui n'est pas seulement une question anecdotique, c'est parce qu'elle nous interroge sur les fondements de cela, c'est d'où vient la domination masculine ? Comment s'est-elle constituée ? Sur quelle base ? Et c'est à partir d'une réflexion de ce genre qu'on peut essayer de percevoir où nous en sommes, et aussi comment on peut, quelles attitudes on peut avoir et quel mode de fonctionnement pourrait permettre d'éradiquer ce genre de comportement. Alors, bon, je suis historienne des sciences et la question que je pose, c'est comment les sciences peuvent-elles fournir des repères pour penser ses origines et pour penser ses fondements. Origine et fondement, c'est pas tout à fait la même chose. Origine, il y a toujours un petit côté un peu mythique dans la question de l'origine. Les fondements, c'est au contraire plus théorique et ça s'adresse plus à des processus qu'à des moments ponctuels qui décideraient de l'existence de quelque chose. Et donc, c'est à la biologie évolutive, l'anthropologie, l'éthologie, les sciences de la préhistoire et encore d'autres, vous le verrez, qu'on peut s'adresser pour essayer de comprendre comment les choses se sont passées dans le temps, dans la très longue durée, dans les temps profonds, comme disent les préhistoriens ou les géologues. Alors, est-ce qu'on peut aborder cette question des rôles respectifs des hommes et des femmes dans les mondes de la préhistoire ? Et qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'égalité ou l'inégalité des hommes et des femmes dans les sociétés paléolithiques ou néolithiques ? Alors, juste quelques définitions. Dans ce livre qui a été publié en 1991, qui est un petit peu un point de départ dans l'archéologie américaine, je vous en parlerai un petit peu de cette archéologie américaine parce qu'elle est très intéressante au niveau de ses critiques, donc, qui s'intitule Engendering Archaeology, ça veut dire engendrer l'archéologie, mais aussi introduire le genre en archéologie, un jeu de mots là. Il y avait une petite note qui m'avait intéressée et qui disait est-ce que le genre a toujours existé ? Quand et dans quelles circonstances a-t-il trouvé son origine ? Évidemment, les auteurs de ce livre sur la préhistoire des femmes ne résolvaient pas ces questions, n'y répondaient pas. Mais c'est une vraie question. Le genre a-t-il toujours existé ? Dans quelles circonstances a-t-il trouvé son origine ? Et déjà, il faut essayer de réfléchir sur ce que c'est que le genre. J'imagine que ce concept vous est assez familier. Le concept de genre, c'est un mot qui est aujourd'hui utilisé dans beaucoup de disciplines en sciences humaines, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, etc., pour essayer de rompre avec l'ambiguïté du mot sexe.
le mot sexe étant du côté du biologique et le mot genre étant à un autre niveau de réalité du côté social. Donc, ce qu'implique la notion de genre, c'est qu'au-delà des différences biologiques, anatomiques et physiologiques entre l'homme et les femmes, qu'il ne s'agit pas évidemment de nier, le genre désigne les qualités et les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans les sociétés humaines. Or, ces rôles sont socialement construits, c'est-à-dire ce ne sont pas des choses naturelles, ce sont des fonctions qui sont définies par les sociétés et qui varient selon les contextes historiques, culturels, sociaux, environnementaux. Les relations de genre, donc, sont une dimension sociale centrale de toute société, y compris des sociétés préhistoriques. C'est vrai, quand on pense les sociétés préhistoriques, on a l'impression que c'est la nature, que voilà, les gens vivaient selon des comportements instinctifs. Moi, je ne pense pas du tout ça. Les sociétés préhistoriques étaient des sociétés humaines à part entière et construites, je vous le montrerai tout à l'heure, construites selon des règles certainement aussi fortes et contraignantes que les nôtres. Chaque société gère sa représentation de la différence des sexes à travers l'éducation, à travers la répartition des rôles, à travers l'exercice du pouvoir et les expressions symboliques. Voici ce que l'historienne John Scott écrit en 1988. Le genre est une façon première de signifier le pouvoir. C'est-à-dire que quand il y a distribution sociale des sexes, en général, il y a toujours un sexe, ou un rôle, un genre, si vous voulez, qui a le pouvoir sur l'autre. Il y a une distribution du pouvoir. Alors, penser la domination masculine, c'est donc, pour penser la domination masculine, il faut donc l'aborder, comme je viens de l'expliquer, non pas comme un phénomène naturel, mais comme un processus social, historique, par lequel s'exerce une relation hiérarchique entre le masculin et le féminin, un pouvoir des hommes sur les femmes. Alors, la domination masculine, on peut la définir comme une valorisation, un pouvoir du masculin sur le féminin, qui implique un contrôle, une subordination, une dévalorisation exercée par les hommes sur les femmes, celle-ci étant placée dans une situation d'infériorité et de dépendance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en parlant du genre, il y a une variabilité des modes d'exercice de cette domination. Elle n'est pas toujours violente et très, très, très marquée. Elle peut être plus faible selon les modes de vie, l'environnement et la structure des groupes. Mais elle existe toujours. Alors, je parlais tout à l'heure de la question de l'origine. La question de l'origine, elle est souvent inscrite dans les mythes. Et c'est vrai que chez nous, des mythes qui ont été, et qui sont peut-être encore prégnants pour penser ces choses, eh bien, ce sont les cadres religieux. Les cadres religieux qui nous expliquent, là vous avez un tableau de Cranach, qui vous explique que la femme est née de l'homme après lui, seconde en quelque sorte. Et puis, dit le texte biblique, tes désirs se porteront vers ton mari et il te dominera. C'est vraiment inscrit dans la Genèse. Et avec tout le récit de la tentation, de la femme pécheresse, etc. Donc ça, ce sont des cadres qui ont vraiment été imposés longtemps à la vision de la relation entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. D'autres mythes, je parlerai plus longuement de tout ça, d'autres mythes sont ceux, comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure, qui ressortissent à la notion de la nature. La nature, c'est-à-dire c'est naturel de dominer. Si les hommes dominent les femmes, c'est que c'est dans leur nature. Si les femmes sont dominées et en quelque sorte en dessous, sous les hommes à tous les points de vue, eh bien c'est naturel, c'est comme ça depuis toujours, c'est la nature qui a prescrit ces comportements. Et là, vous avez une gravure de 1895 qui illustre un peu ça. Et ça illustre un livre de Rosny Aîné. Et la légende de cette gravure dit quand un homme rencontrait une femme, la malheureuse était fécondée sur place. Donc, vous voyez, à la fois le viol, la fécondation, voilà, c'est des instincts qui se manifestent naturellement dans les relations entre les hommes et les femmes. Un autre mythe
sur lequel on pourrait parler assez longuement, je vais l'effleurer un petit peu. C'est un peu un mythe qui inverse cette histoire de domination et qui avance l'idée d'un matriarcat originel. Alors la question est de savoir s'il faut reprendre cette thèse qui a été avancée au milieu du XIXe siècle par un juriste bâlois qui s'appelait Johann Jakob Bachhofen, qui a été reprise beaucoup dans l'anthropologie évolutionniste du tournant du XXe siècle et qui a été aussi reprise par les mouvements féministes américains. Et pourquoi elle a été reprise à partir des années 1970 ? Eh bien, pour dire en quelque sorte que les femmes dominaient à l'origine, et même dans un passé lointain, mais très, très long, de très longue durée. Et puis, finalement, les hommes ont pris le pouvoir et ont donc détruit cet ordre très harmonieux qui était dominé par les femmes et ont donc installé les relations que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y avait une anthropologue qui s'appelait Maria Gimbutas qui a beaucoup contribué à asseoir ce mythe, et en particulier en commentant les statuettes paléolithiques et néolithiques, où elle voit une sorte de continuité dans l'image d'une grande déesse, l'image d'une grande mère qui aurait régné de façon permanente sur toutes les sociétés de la préhistoire. Alors, ces idées ont été critiquées, revues par les féministes elles-mêmes. Dans le livre que je vous ai montré au début, il y a des chapitres entiers qui critiquent cette idée, qui est une sorte de construction, en quelque sorte, ad hoc, pour arriver à fonder des combats d'aujourd'hui. Mais elle n'est pas fondée dans des preuves ni archéologiques ni anthropologiques. Je sais qu'il y a aujourd'hui des livres qui reviennent là-dessus, qui reprennent les idées de Gimbutas, mais qui donnent une définition du matriarcat qui est inadéquate, puisque ce que, par exemple, Heide Gottner définit comme matriarcat, c'est plutôt la filiation matrilinéaire qui n'interdit pas le pouvoir masculin. Donc, voilà, je pense que cette histoire de matriarcat originel est un autre mythe qui habite nos représentations des relations entre les sexes dans le passé très lointain. Alors, je parlais tout à l'heure de processus. Quel processus faut-il penser ? Alors, des processus qui habitent ce phénomène de la domination masculine, ça peut être des processus évolutifs. Darwin a longuement parlé de ce qu'il appelle la sélection sexuelle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez reporter à ce que je raconte dans mon livre, parce que c'est très intéressant, mais c'est un peu long à expliquer. En gros, il explique qu'il y a une sélection dans tout le règne animal, dans tout le règne des animaux sexués, une sélection du partenaire pour la reproduction, et qu'en général, ce sont les femelles. Les femmes, les femelles et même les femmes à l'origine de l'humanité qui ont sélectionné les hommes, donc qui avaient le pouvoir de le faire. Et puis, ce qu'il explique, c'est que dans l'humanité, il y a eu un renversement. Donc il y a eu quelque chose qui a changé, parce que les femmes sélectionnaient toujours les hommes les plus forts, etc. Et les hommes ont pris le pouvoir et se sont mis à sélectionner les femmes. Et c'est comme ça que les choses se sont établies. Et donc Darwin montre, et je l'ai montré de façon assez détaillée dans ce premier chapitre de mon livre, que cette sélection sexuelle, elle ouvre sur une certaine variabilité des comportements, y compris dans nos sociétés. Un autre appel à des processus, c'est ce qui concerne les instincts animaux, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, je parlerai aussi de processus qu'on peut dire anthropologiques, qui ont trait à la spécificité de la sexualité dans l'humanité, et puis sociaux et symboliques, qui ont trait à la distribution et la valorisation différentielle des rôles féminins et masculins au sein des groupes sociaux humains. Et puis, dans une autre partie, la partie suivante, j'interrogerai de façon un peu plus précise les relations de genre dans les sociétés préhistoriques, du paléolithique à l'âge du bronze. Vous voyez, c'est un vaste programme. Alors, donc pour revenir à cette affaire de processus évolutif, je voudrais faire une
une petite parenthèse, ou en tout cas un petit détour, par ce qu'on a appelé la sociobiologie. Hein. À partir des années 70, vous savez sans doute qu'il y a ce courant qui s'est donné pour scientifique, hein, qui est parti des États-Unis, mais qui a aussi eu un certain impact dans tous les pays anglo-saxons et même en France, qui se réclamaient de Darwin et qui ont souligné l'importance d'un déterminisme génétique sur les comportements humains. Autrement dit, si nous agissons sexuellement ou socialement d'une façon particulière, eh bien, c'est parce que nos gènes nous déterminent. Hein. Et donc, la domination des mâles sur les femelles serait légitimée par la nécessité pour chacun de perpétuer ses gènes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les hommes ont plein de spermatozoïdes. Hein. Donc, comme le but de tout être vivant, c'est de perpétuer ses gènes, hein, et de les diffuser au maximum, ben, les hommes, ils ont des relations multiples, ils sont infidèles, ils sont même conduits au viol. Il y a même des livres issus de ce courant sociobiologique qui justifient le viol, parce que c'est après tout une façon de se reproduire, d'une façon, disons, beaucoup. Hein. Et puis, les femmes, au contraire, elles ont un ovule qu'elles doivent protéger. Et puis, quand il est fécondé, elles doivent être plus ou moins sédentaires pour la gestation, et puis ensuite pour l'accouchement et pour le soin de l'enfant pendant assez longtemps. Et donc, par nature, les hommes sont mobiles, les hommes vont vers l'extérieur, et puis les femmes sont sédentaires, dépendantes, et attendent des hommes qu'ils veillent sur elles, et puis qu'ils leur indiquent quelle conduite elles doivent suivre. Et donc, ces analyses naturalisent en quelque sorte la différence entre hommes et femmes en réduisant tout comportement humain à des stratégies reproductives et à un déterminisme biologique. Et en justifiant des comportements délétères, des comportements destructeurs et violents que toutes les sociétés, en fait, cherchent à endiguer. Du point de vue même de la sociobiologie, des critiques ont été formulées qui soulignaient que les comportements décrits ne sont ni permanents ni universels parmi les groupes humains. En plus, l'invocation à Darwin que faisait ce genre de spéculation est erronée, hein, parce qu'en décrivant la différence des traits des comportements masculins et féminins forgés par la sélection sexuelle, Darwin n'invoquait ni une prédestination, ni une nature biologiquement différente, mais un processus contingent et en principe irréversible. Et puis, il y a des anthropologues, comme par exemple Barbara Smuts, qui est aussi une primatologue, hein, qui ont mis en évidence la variabilité de la violence, précisément selon les situations sociales, et en particulier selon ce qu'elle appelle les alliances. Hein. C'est-à-dire que selon que, par exemple, les femmes ou les hommes sont alliés entre elles ou entre eux, eh bien, il peut y avoir des phénomènes de domination, justement, par un groupe sur un individu qui est exogène à ce groupe. Donc, il y a toute une réflexion qui revient sur les déterminations absolues qu'avaient indiquées les sociobiologistes. Alors, l'autre point que j'avais évoqué, c'est la question des instincts animaux. Alors, on a souvent cherché, quand on parle de la domination masculine, on dit oui, chez les singes c'est comme ça, et non, c'est normal que chez nous ce soit comme ça aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut revoir cette question ? Chez les primates actuels, vous savez qu'il y a 4 espèces de primates qui font partie de ce qu'on appelle les grands, même 5, qui font partie de ce qu'on appelle les grands singes, hein, qui sont génétiquement, biologiquement les plus proches de nous, donc qui partagent un ancêtre commun avec nous. Et on peut regarder quels sont les comportements de ces singes, sans toutefois pouvoir penser que c'est notre origine, hein, parce que ce ne sont pas nos ancêtres. Les singes actuels ne sont pas nos ancêtres. Ils sont nos cousins, hein, ils ont une origine commune avec nous, mais ce ne sont pas eux dont on est les descendants. Hein. Chacun a évolué différemment. Différemment dans l'anatomie, la physiologie, mais aussi différemment dans les comportements. Et on se rend compte, ce qu'ont fait les éthologues, et il y a eu des très beaux travaux qui sont développés depuis plusieurs décennies, hein, sur les comportements
des primates, des singes, on se rend compte qu'il y a une multiplicité de formes de relations entre mâles et femelles en fonction des espèces, mais aussi des groupes et des individus. Dans certaines espèces de singes, il y a une dominance des mâles, il y a même des harems, des infanticides, il y a des violences exercées sur les femelles, il y a des systèmes d'alliance entre mâles, comme je disais tout à l'heure, ou entre femelles. Hein. Et puis, il y a la formation parfois, dans certaines espèces, de couples plus ou moins stables. Et même, on constate parfois un exercice plus doux de la paternité, paternité nourricière, adoption, etc. Alors, par exemple, les babouins, bon, ils ne font pas partie des 5 espèces dont je vous ai parlé, mais ils ont quand même fait l'objet d'études d'éthologie intéressantes. Il y a un harem, hein, il y a un mâle dominant qui détient un harem et donc qui réunit autour de lui les femelles et puis aussi les petits de ces femelles, et il les surveille. Elles peuvent être mordues si elles s'éloignent un peu trop de la troupe, etc. Et puis il y a aussi une sorte de protection contre les infanticides qui ont lieu par d'autres mâles qui veulent posséder les femelles et qui tuent leurs enfants. Donc il y a aussi une sorte de protection qui est exercée par le mâle sur son groupe, sur son harem. Les gibbons, c'est très différent. Les gibbons, ils vivent en couple. Ce sont ces très beaux singes avec ces longs bras qui vivent en couple. On entend chanter sous la canopée, et qui donc vivent associés par deux, en couple, et qui élèvent ensemble leurs petits, qui se partagent les rôles, et dans lesquels on n'a pas observé de domination. Les gorilles, ils pratiquent ce qu'on appelle une polygynie autoritaire, c'est-à-dire que le mâle maintient son monopole sexuel sur les femelles en les mordant et en les menaçant. Il écarte les prétendants par les mêmes moyens. Et il existe aussi des harems contrôlés par plusieurs mâles. Les guenons se soumettent aux mâles dominants, mais pratiquent l'adultère, ce qui leur permet d'entretenir des liens sociaux avec d'autres mâles. Il y a une polyandrie informelle chez les gorilles. Chez les chimpanzés, on a des groupes multimâles, multifemelles, où généralement il y a un mâle dominant. Et il y a un exercice assez fréquent de la violence. Violence des mâles entre eux, évidemment, pour posséder les femelles, mais aussi violence des mâles à l'égard des femelles et puis des petits, des pratiques d'infanticide pour s'approprier une femelle qui allaite, et puis une fois l'enfant écarté, donc la femelle va vers le mâle et se soumet à lui. Cette appropriation violente a lieu surtout entre mâles et femelles de groupes différents. Chez les bonobos, alors on a beaucoup étudié les bonobos dans les dernières décennies, Frans de Waal en particulier, a montré qu'au contraire, alors ils ressemblent beaucoup aux chimpanzés, mais ils ont des mœurs assez différentes, et en particulier, on a beaucoup mis l'accent sur leur sexualité, qui est une sexualité qui peut se réaliser sans nécessité reproductive, mais pour réduire les tensions, pour harmoniser les rapports. Et ce sont des groupes où on a constaté qu'il y avait, on a parlé même de matriarcat parmi les bonobos, qu'il y avait une dominance des femelles et que cette dominance se réalisait par précisément l'union, par les liens qui sont opérés entre les femelles et qui vont pouvoir s'associer entre elles, soit dans la même famille, soit en associant aussi d'autres femelles, d'autres groupes, pour dominer les mâles et même parfois les brutaliser, leur arracher les doigts, les testicules, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez que tout ce que je vous raconte là, c'est... Bon, on pourrait en passer des heures sur ces questions, c'est très intéressant, mais ça nous montre qu'il n'y a pas une unité des comportements chez les singes en ce qui concerne les relations entre les sexes, et qu'on aurait du mal à y trouver un modèle pour illustrer nos propres comportements et, encore une fois, nos propres origines, puisque ce ne sont pas notre origine, mais ce sont des parents, dont les comportements, peut-être, ont une certaine affinité avec les nôtres, bien sûr, parce que voilà, il y a une certaine palette de possibilités qui s'illustrent dans cette famille, dans cette super famille de ce qu'on appelle les hominidés, qui inclut aussi les singes, mais on ne peut pas tirer de là
une norme qui nous permettrait, ou une règle qui nous permettrait de comprendre l'origine de nos propres comportements sexués ou genrés. Alors, maintenant, si on essaye de comprendre quelles sont les bases de la sexualité humaine et comment elle se réalise socialement. Alors, il y a des traits fondamentaux de la sexualité humaine qui sont tout à fait intéressants et qui sont différents de ce qu'on trouve parmi les autres espèces animales. Et en particulier, un trait sur lequel j'insiste toujours beaucoup, c'est ce qu'on appelle la perte des signes visibles de l'œstrus. C'est le fait que dans l'humanité, en tout cas chez la femme, l'ovulation n'est pas apparente. L'ovulation est cachée, c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste pas par des signes extérieurs. Que ce soit changement de couleur de la vulve, qui est très apparente, par exemple chez les singes, elle change de couleur, elle devient rouge, et comme ils sont quadrupèdes, on voit parfaitement cette manifestation, ou alors manifestation olfactive par des odeurs, manifestement par des comportements, par des cris, etc. Dans l'humanité, ça n'est pas un phénomène qui est perceptible, l'ovulation. Il existe évidemment une ovulation, mais elle ne se remarque pas chez les femmes. Et donc, ce trait est tout à fait, quand on y réfléchit, est tout à fait remarquable, tout à fait particulier à ce que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il implique ? Eh bien, il implique plusieurs choses, en particulier que la disponibilité au sexe n'est pas rythmée par l'œstrus, par le rut, mais elle est possible de façon permanente. Donc, voilà un trait qui nous dit que, en particulier, la sexualité n'est pas aussi forcément centrée sur la reproduction. La sexualité peut avoir d'autres usages, de manifester la tendresse, l'amour, le plaisir, etc. Donc il y a un autre regard, une autre approche de la sexualité à travers cette caractéristique. Alors, certains anthropologues comme Maurice Godelier ont beaucoup insisté sur ce trait et y ont vu une hypothèse, c'est qu'aux origines, enfin quand il est apparu, et on pense qu'il est apparu probablement avec la bipédie, puisque la bipédie cache en quelque sorte la vulve et toute son apparence, ses odeurs, etc. sous le corps. Et la bipédie, au fond, elle est très première dans l'histoire. Elle définit la famille humaine. Et donc que cette disponibilité a pu être un facteur de chaos social, enfin de désorganisation. Le fait que tout le monde pouvait avoir des relations sexuelles avec tout le monde était certainement quelque chose qu'il fallait endiguer et réguler. Et peut-être est-ce là, au fond, l'origine des règles qui ont été imposées à la sexualité humaine, les règles que les anthropologues appellent dans toutes les sociétés humaines les règles de parenté. Donc, émergence des règles de parenté et émergence aussi de formes de tendresse à travers cette permanence, à travers la cohabitation, à travers une sexualité non reproductive nécessairement, et donc de familles stables, de familles permanentes. De familles permanentes dont la permanence est aussi requise par un autre trait spécifiquement humain, c'est l'inachèvement de l'enfant. Vous savez que tout le monde sait évidemment que les bébés ne sont pas capables de se sustenter, de marcher, de faire quoi que ce soit sans aide pendant assez longtemps. Quand ils naissent, en tout cas, ils ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins, et que, au fond, cet inachèvement exige non seulement de la mère, mais aussi de tout le groupe auquel il appartient, une prise en charge. Et cette prise en charge par le groupe, elle est très caractéristique aussi de l'humain. Vous savez, chez les chimpanzés ou chez les orang-outans ou d'autres singes, les petits restent accrochés à leur mère pendant plusieurs années, et la suivent partout, on connaît beaucoup d'images de ça. Dans l'humanité, les choses se passent différemment, dans la mesure où le petit est pris
en charge non pas par l'individu, par la mère, mais par le groupe. Il y a de très belles réflexions là-dessus dans les livres de Sarah Hardy, qui a beaucoup insisté sur cette histoire de la famille élargie, qui constitue une sorte de spécificité de l'humanité. Alors, de ce fait, les modes de vie et de reproduction dans l'humanité ne sont pas assimilables à ce qu'on trouve dans d'autres espèces appartenant au règne animal. Et on peut dire que la reproduction est un phénomène social à part entière. Bien sûr, la reproduction est un phénomène biologique, mais elle est aussi, et peut-être surtout, une fonction majeure et indispensable à toute société humaine. Aujourd'hui, quand on parle de natalité, quand on parle de reproduction, eh bien, on vous parle de phénomènes sociaux. On nous dit, voilà, il y a la démographie qui se transforme, ou bien dans certains pays, on exige que les gens aient moins d'enfants parce que la société parce que le groupe s'élargit trop vite, etc. Donc il y a vraiment un contrôle social sur la reproduction. Il y a vraiment un regard social sur la reproduction. Toute société doit se reproduire, mais se reproduire en fonction de ses ressources, de ses modes de subsistance, de ses besoins, de son rapport avec l'environnement. Et c'est pas pareil de se reproduire dans un monde de chasseurs-cueilleurs nomades et dans un monde d'agriculteurs sédentaires, d'agriculteurs et d'éleveurs sédentaires. Je vais en parler tout à l'heure. Et donc, ce contrôle de la reproduction, eh bien, il s'opère de différentes façons. Il peut être opéré par les femmes elles-mêmes. On sait que dans certaines sociétés, et en particulier les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, les femmes peuvent au moins essayer de contrôler la périodicité des naissances avec ce qu'on appelle l'aménorrhée de lactation, c'est-à-dire en allaitant leurs enfants assez longtemps pour ne pas rendre possible une nouvelle naissance. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est un des procédés qui existent même encore aujourd'hui. Et puis, ce contrôle est aussi opéré par les hommes, à travers toutes sortes de surveillances, de contraintes, d'enfermement et même de violence. Contrôle de la fidélité, contrôle des allées et venues des femmes, contrôle de la virginité, etc. Donc, il faut bien mettre l'accent sur ce fait que que dans les sociétés humaines, la reproduction est vraiment un phénomène social. Et les anthropologues, depuis le 19e siècle, ont mis l'accent sur un comportement humain très caractéristique, ce qu'ils ont appelé l'exogamie. L'exogamie, c'est le fait d'aller rechercher une épouse ailleurs que dans son propre groupe. Alors, il y a toute une réflexion sur les origines de l'exogamie. Bon, Lévi-Strauss expliquait qu'elle est corollaire de l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste, c'est l'interdit d'avoir des relations avec des membres de sa famille proche, et qui sont à chaque fois définis comme famille proche à travers les règles de parenté, oblige à aller chercher ailleurs que dans sa propre famille, dans son propre clan, une épouse. Et ce phénomène-là, qui est généralement orienté des hommes vers les femmes, et ce sont les hommes qui vont chercher les femmes, et qui conduit à l'échange des femmes entre groupes, fait aussi partie des traits qui conditionnent la domination masculine. Ce qu'écrit Françoise Deshéritiers, à la suite qui reprend un peu les idées de Lévi-Strauss sur cette affaire d'échange des femmes, elle dit « Pour parvenir à imposer ce contrôle social des femmes et de la reproduction et à intégrer une série de normes et de comportements qui le rendent possible, il fut sans doute nécessaire de dévaloriser socialement les femmes, notamment en attribuant une valeur subjective différente à leurs travaux et à leurs produits, indépendamment de leur valeur réelle. Cette différence de valeur est finalement transférée aux acteurs eux-mêmes. La sous-évaluation de l'apport productif des femmes permet de les dévaloriser, tandis que les contributions et les activités des hommes sont, dans toutes ces sociétés, socialement valorisées par rapport à celles des femmes. » Et bon, elle parle de valeur et elle montre qu'il y a tout un tas de dualités, le fort, le faible, le dur, le mou, etc., qui donc
sont des cadres de structuration de l'imaginaire genré, hein, à travers ce contrôle des femmes. Françoise Héritier parlait de la valence différentielle des sexes, la valeur différentielle. Les sexes n'ont pas la même valeur, si vous voulez. Alors, bon, je reviens maintenant pour ma dernière partie, je vais aller assez vite parce que le temps passe, à une réflexion plus précise, ou en tout cas plus proche des traces empiriques, en quelque sorte, de ce que nous savons de la préhistoire. Alors, bon, je ne reviens pas sur l'immense durée des temps préhistoriques. Vous voyez cet arbre énorme, et vous voyez que c'est... Bon, quand on voit que l'Homo sapiens se trouve tout à fait en haut, là, la préhistoire, c'est une durée très, très, très longue, hein, qui dure au moins 7 millions d'années. Enfin, on appelle préhistoire le moment de l'invention de l'outil, si on veut, qui se passe quelque part par là, hein, autour de 3 millions d'années, 3 millions 5. Hein. Mais l'évolution humaine, voilà, elle a cette très très longue durée à travers de très nombreuses espèces qui parfois cohabitent, même dans des endroits proches, jusqu'au moment où récemment, l'extinction de ces différentes espèces a rendu Homo sapiens la seule espèce humaine sur notre globe. Alors, évidemment, c'est très difficile, mais j'en parlerai un petit peu, hein, de parler des rapports entre les sexes, des rapports genrés chez toutes ces espèces sur lesquelles nous connaissons très peu de choses. Hein. Pour Toumaï, là, on connaît un crâne, quelques fémurs, et voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je puis dire. Et pour beaucoup de ces espèces, elles sont représentées par un crâne, une dent, quelques os, etc. Donc c'est très difficile de mener cette réflexion, mais on peut quand même essayer de réunir des éléments pour penser ces questions. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'attention portée aux questions de genre est centrale pour une science de la préhistoire humaine qui vise à être une science sociale à part entière. Pendant longtemps, comme je vous disais en commençant, on s'est beaucoup intéressé aux objets. On a décrit des cailloux, on a décrit des crânes et des dents, on a décrit même des œuvres d'art, sans vraiment chercher à leur donner un sens social, hein, à penser la société qu'ils avaient produite. Peut-être parce que c'était difficile de le faire, du fait de la rareté, peut-être parce qu'on avait besoin de ce travail empirique avant de mener une réflexion. Mais aujourd'hui, ces questions donc, sont vraiment sur la table et elles ouvrent la possibilité de penser la répartition sexuelle des rôles sociaux et de repenser la place des femmes dans les sociétés préhistoriques en critiquant un certain nombre de lieux communs, hein, qui sont traditionnels en archéologie, ou même des mythes qui peuvent rester enracinés dans nos esprits. Alors, dans les années 60-70, aux États-Unis, j'en ai déjà dit quelques mots, des américaines, des féministes américaines, eh bien, il y a eu un mouvement très, très important de la part des anthropologues américaines, de jeunes femmes qui entraient dans ce genre de profession et qui se sont élevées contre les modèles de ce qu'on appelait l'hominisation, c'est-à-dire comment l'homme est devenu homme, hein, l'homme avec un grand H, hein, comme on dit en français, des modèles d'hominisation qui donnaient pratiquement aucune place aux femmes. Hein. On disait que voilà, il y a eu un grand colloque qui s'est réuni dans les années 60, qui s'intitulait Man the Hunter, l'homme chasseur, et on attribuait aux chasseurs toutes les avancées de l'humanité. C'est parce que il y a la chasse, et que cette chasse est opérée par les hommes, hein, que l'humanité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour chasser, il faut fabriquer des outils, dont il faut une certaine habileté, il faut de l'intelligence pour traquer le gibier, il faut aussi s'associer à d'autres, donc il faut une certaine sociabilité, il faut de la force, hein, pour frapper l'animal, et puis ensuite il faut se partager le gibier, donc c'est toutes les vertus sociales qui se trouvent engagées là-dedans.
Et puis ensuite, alors ce modèle disait, bon, ensuite les hommes rapportaient la viande aux femmes contre leur faveur sexuelle. C'était un petit peu le modèle, voilà. Et donc, il n'est pas étonnant que des jeunes femmes qui entraient dans ces professions d'anthropologues se soient scandalisées de ces modèles et cherchaient à en introduire de nouveaux. Et c'est ainsi que le modèle Woman the Gatherer, la femme à la fois cueilleuse et rassembleuse, c'est les deux sens du mot gather en anglais. Donc les femmes cueilleuses et rassembleuses ont fait, pour ces féministes américaines des années 70, ont vraiment porté l'évolution humaine. Et c'est grâce à elles que nous sommes devenus ce que nous sommes à travers toutes ces activités de cueillette, de fait de rassembler autour d'elles la famille, etc. Donc elles ont essayé de porter le pendule de l'autre côté, hein, vraiment de transformer les choses. Alors, c'était peut-être des mouvements qui ont ouvert des questions, même si elles ne les ont pas vraiment résolues dans leur volonté peut-être un peu forcée, hein, de radicaliser en quelque sorte cette opposition. Alors ce qu'on sait au Paléolithique, c'est que, je parlais tout à l'heure de la reproduction, c'est que la limitation de la fécondité est une préoccupation constante dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades. Vous voyez ici une image, alors je parlais tout à l'heure de lieux communs, vous voyez ici une image qui date du 19e siècle. Hein. Vous voyez ce monsieur très musclé, barbu, qui regarde vers le lointain et qui est armé. Hein. Il a une espèce de hache à sa bretelle, là. Et puis, il y a une femme qui est assise, qui regarde vers le bas et qui est entourée d'une abondante progéniture. Et donc, on a vraiment c'est presque une caricature, hein, des idées reçues. Hein. L'homme, c'est celui qui va vers le futur, c'est celui qui regarde vers l'avenir, c'est celui qui a l'outil, alors que la femme, elle est un peu décorée, elle est un peu ornée, elle a un collier, et puis elle est là vers la terre, vers le bas, et vers les enfants. Alors, ce qu'on sait des sociétés actuelles ou subactuelles de chasseurs-cueilleurs nomades, c'est que les choses ne se passent pas vraiment comme ça. Et c'est qu'il y a ce besoin de limiter, en fait, la fécondité, beaucoup plus que de la susciter. Hein. Donc les études ethnographiques dans ces peuples ont montré que la limitation de la fécondité est parfois effectuée par les femmes elles-mêmes, j'en ai parlé tout à l'heure, parfois imposée, souvent imposée par les hommes. Alors, quelle domination masculine au Paléolithique? On sait que c'était des petits groupes, entre 20 et 50 individus, relativement égalitaires. Dans un groupe de chasseurs-cueilleurs, on n'a pas les moyens, dans un petit groupe, de maltraiter certains individus, de les rendre impotents, hein, et chacun contribue à la subsistance. Ce sont des familles élargies, donc des groupes familiaux, où on a donc une distribution des rôles, mais qui n'est probablement pas aussi marquée que celle qu'on a pu décrire dans certaines représentations un peu mythiques, je dirais. Alors, est-ce que la grande chasse est une activité essentiellement masculine, et est-ce que c'est elle qui a apporté l'essentiel des subsistances du groupe? Alors, il y a plusieurs critiques à cette proposition. D'une part, le fait que le charognage a été une façon de rapporter les protéines pendant une grande partie du Paléolithique. C'est-à-dire, le charognage, ça veut dire de dépecer des animaux déjà morts, déjà tués par des prédateurs animaux, hein. Et puis, on sait qu'il y avait une participation des femmes à la chasse, peut-être pas au sens de tuer le gibier, de l'abattre, mais de le faire sortir de sa tanière, de le rabattre, et puis de le dépecer, de le suivre, etc. Il y a des peuples de chasseurs-cueilleurs où les femmes participent activement à ces activités de chasse. Mais aussi de pêche,
de ramassage, parfois quand c'est au bord de la mer, de coquillages, ramassage des œufs, ramassage des petits animaux tués au piège, cueillette, comme je disais tout à l'heure, travail des fibres, travail des cordes, des tissus, des paniers, et puis usage probablement d'outils. Alors il y a des gens qui ont dit que les femmes n'avaient pas le droit d'utiliser les outils, mais c'est probablement exagéré. On a trouvé, même sur les sols d'habitat, on trouve des petits objets dont pendant longtemps on ne faisait rien du tout, et on s'est aperçu qu'ils avaient été utilisés, des éclats, qui peuvent très bien ne pas être des outils, des grands bifaces magnifiques ou des grattoirs, etc., mais être des petits morceaux de silex, des éclats, qui peuvent avoir été utilisés, mais aussi, pourquoi pas, des outils fabriqués de façon, disons, parfaite. Il y a aussi toute une problématique, enfin tout un tas de questionnements sur des femmes, la capacité des femmes d'être artistes. Il y a eu toute une réflexion qui a été menée sur cette question, et de participer aux rituels et aux activités symboliques des groupes. Donc il y a ces rôles masculins et féminins qui avaient longtemps été pensés de façon assez caricaturale, tendent aujourd'hui à être pensés différemment, avec une participation importante des femmes dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs à non seulement la subsistance, mais aux activités des groupes. On trouve des sépultures. Alors il y a des sépultures masculines extraordinaires, comme ces sépultures de Sungir. Il y a 3 individus, là il n'y en a que deux petits-enfants masculins et un homme, lui aussi, enseveli de la même façon. C'est en Russie, c'est une sépulture qui date de 30 000 ans à peu près, du Gravettien. Et vous voyez tous les ornements qui sont mis sur ces squelettes, toutes sortes de perles, des milliers de perles qui ont été stissées sur des vêtements, des défenses de mammouths qui ont été rendus rectilignes, si vous imaginez le travail, à travers des procédés de chauffage et à la vapeur. Et donc, voilà, on voit qu'il y a une attention très, très importante au masculin, mais pas seulement au masculin. Par exemple, il y a cette sépulture à peu près de la même époque qu'on a trouvée à Menton, à la fin du XIXe siècle, et où on avait effectivement toute une parure de coquillages. C'était un individu robuste, avec des ornements, avec des offrandes, et on a dit, voilà, c'est un chef, c'est une sépulture de chef, l'homme de Menton. Et puis, plus récemment, on a trouvé dans toute la péninsule italienne une série de sépultures de la même époque, donc disposées de la même façon, avec des ornements, des offrandes, etc. Et puis il y en avait une où il y avait un bébé, un fœtus à l'intérieur du ventre, du squelette, un squelette de bébé. Et donc on a compris que c'était une femme, et on a revu toutes ces sépultures, on s'est aperçu qu'elles étaient toutes des sépultures de femmes. Et donc dans cette région au moins, et l'homme de Menton est devenu la dame du Cavillon. Aujourd'hui c'est comme ça qu'il est connu. Et donc, au moins dans cette région, on a des femmes robustes, on a des femmes honorées, on a des femmes dont la sépulture est déjà une façon d'honorer un individu. On n'enterre pas tout le monde au Paléolithique. Alors, il y a aussi un certain nombre de représentations féminines qui ont été mises en avant, bien sûr, par les préhistoriens, parce qu'elles sont tout à fait remarquables et étonnantes. Ces figurines, on pourra en parler longtemps, mais je vais juste parler rapidement. Ces figurines qui représentent des femmes qui ont un schéma du corps presque stylisé dans sa construction. Une tête recouverte d'une sorte de grille, on ne voit pas le visage. Et puis un sexe tout à fait prononcé. Donc il y a eu toutes sortes de réflexions autour de ça, qui en faisaient peut-être... alors on parlait de besoin de fécondité, ce n'est peut-être pas, comme je vous l'ai dit, le besoin majeur de ces sociétés, de protection des femmes, protection de la grossesse, protection de l'accouchement. Moi, j'aime bien penser que ces figures représentent peut-être, en tout cas celle-là, il y a probablement un usage divers des figurines. Celle-là représente non pas un sexe symbole, comme on a pu le dire, ou une pin-up, mais plutôt une dame qui a déjà
eu beaucoup d'enfants, et peut-être une ancêtre, une femme plus âgée. Et on sait que le fait pour les femmes post-ménopause de survivre dans l'espèce humaine est un phénomène tout à fait particulier. On peut parler d'une révolution des grands-mères, le fait que les femmes âgées peuvent continuer à, par le rôle de grand-mère qu'elles assument, à élever les enfants et à perpétuer les savoirs, les traditions, etc. Donc peut-être est-ce une explication de ce genre de représentation, mais il y a aussi des représentations beaucoup plus stylisées, féminines, et des symboles qui certainement font partie d'un ensemble de représentations mythiques complexes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la première page de mon PowerPoint, il y a aussi des représentations masculines. Vous connaissez l'homme du puits, de Lascaux, cet homme avec une tête d'oiseau. Il a d'ailleurs quatre doigts. Un oiseau ici qui est représenté sur sa lance, un sexe en érection, qui tombe à la renverse devant un animal qui charge sur lui, un animal blessé qui charge sur lui. Et donc on trouve pas mal de représentations masculines dans les figures soit dessinées, soit sculptées de la préhistoire. Ce fameux lion d'Ohlefels, enfin du Jura Souabe, on a trouvé 2 exemplaires de ce lion très ancien, qui est fait en ivoire, et qui est vraiment une statue qui mesure 30 cm, qui est vraiment imposante par rapport aux petites statuettes féminines qu'on connaît, et qui a eu un âge d'à peu près 40 000 ans. Donc on voit que dès les débuts de l'arrivée, enfin en tout cas des représentations en Europe, eh bien on a ces figurines masculines. Et cette idée, cette représentation de l'homme paré du prestige de la bête, comme disait Georges Bataille, avec la tête animale et le corps humain, c'est quelque chose qu'on voit souvent et qui certainement représente, encore une fois ici, une symbolique dans un système certainement complexe de pensée. Mais on trouve aussi des objets phalliques, des objets qui représentent des phallus de façon plus ou moins claire ou ambiguë. Souvent, les préhistoriens ont parlé de redresseurs de saguets, de bâtons de commandement. Et c'est vrai qu'il faut voir aussi que la préhistoire est une science qui est genrée. Pendant très longtemps, c'était des messieurs barbus, costauds, qui faisaient... c'est évident que ce qui les intéressait plus, c'était les figurines féminines, et que quand il y avait des objets phalliques, on en parlait relativement moins. Mais ce qui est intéressant aussi, et ça c'est quelque chose qui a été noté et sur lequel j'ai un peu écrit, c'est qu'il y a aussi des figurines très ambiguës. Par exemple, cette très jolie statuette de Sireuil, où on voit une jeune fille ou une jeune femme, parce qu'on ne sait pas si elle est enceinte, qui est cambrée très joliment avec des petits seins, etc., de profil. Et quand on la met de face, eh bien, on voit une toute autre image. C'est la même image, mais vue de face. Et en fait, c'est un sexe en érection. Donc, il y a vraiment ce que j'appelle une anamorphose. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que les statuettes marquaient moins de talent de la part des paléolithiques que la peinture, les images qu'on voit dans les grottes, etc. Mais en fait, pour arriver à jouer de ces formes et à faire d'une femme un homme et d'un profil ravissant féminin, un sexe en érection avec tous ses attributs, il faut avoir, je pense, une certaine virtuosité dans le travail des formes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'objets. Par exemple, ces objets-là, ici, pendant très longtemps, on les a appelés les seins de Dolny Vestonice. Et puis, il y a eu des articles dans les années 90 pour dire, mais au fond, c'est peut-être pas des seins, peut-être autre chose. Et en fait, il y a aussi là, alors je ne dis pas qu'il faut statuer sur la nature de cette représentation, mais en tout cas, on peut montrer qu'elle est ambiguë et qu'elle est donc il y a cette espèce d'anamorphose qui permet de lire les deux. Et voilà, c'est encore plus évident dans celle-ci, Vénus d'Emiland, qui a été trouvée dans les années 90.
par un collègue américain dans le sud-ouest de la France et qui a la même apparence. Alors, qu'est-ce que signifie, à part la virtuosité des formes, qu'est-ce que signifient ces ambiguïtés ? Elle signifie en tout cas que le rapport genré dans les sociétés du Paléolithique n'était pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, qu'il y avait certainement une pensée de la relation entre le masculin et le féminin, de l'interpénétration entre le masculin et le féminin qui était propre à ces sociétés et qui peut-être impliquait la domination, mais qui peut-être impliquait aussi d'autres formes d'échanges et de relations. Alors, pour les sociétés néolithiques, vous savez que à peu près 12 000 ans avant le présent, avec le réchauffement du climat, avec l'installation de la sédentarité, la domestication des plantes et des animaux, les choses ont radicalement changé dans les comportements de subsistance. Et elles ont aussi changé en ce qui concerne les rôles genrés. Et à ce moment, au moment où s'installe ces nouvelles formes de société, ces nouvelles formes de vie, les femmes ont dû se trouver dans une autre configuration. L'agriculture, l'élevage, la propriété de la terre, la volonté de transmettre les biens imposent la nécessité de multiplier les bras, d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc, les femmes ont dû se trouver chargées d'enfants nombreux et d'âge proche. Et puis aussi, non seulement la nécessité de travailler, mais aussi de défendre les biens et de transmettre les biens. Donc, il fallait avoir des fils pour que les biens, le patrimoine, puisse se transmettre par les hommes. Et la domination masculine pouvait aussi se transmettre de cette façon. Et cette nouvelle configuration implique une emprise accrue des hommes sur les femmes, des travaux plus durs, une nourriture moins riche, des maltraitances, une violence exacerbée. Pas dans toutes les sociétés néolithiques, mais dans la plupart d'entre elles. On en connaît où il y a des relations, des formes de transmission matrilinéaire qui sont sans doute plus favorables aux femmes, mais dans beaucoup d'entre elles, ce sont des transmissions patrilocales et patrilinéaires qui impliquent une emprise accrue des hommes sur les femmes, un accroissement des inégalités et probablement l'émergence de chefs. Au néolithique, donc, la condition féminine a dû devenir, dans certaines de ces sociétés au moins, plus difficile. Sédentarité, abondance des enfants, travaux domestiques liés à l'élevage, au travail de la terre. Apparition aussi de pathologies, des marques de carence et de malnutrition, gracilité accrue du squelette féminin, donc qui semble traduire la multiplication de mauvais traitements et une domination plus prononcée. Et on voit aussi que naît à ce moment-là le guerrier. Il y a des charniers qu'on voit apparaître dès le Mésolithique, dès 12 000 ans avant le présent, et on voit donc apparaître cette figure de l'homme armé décoré d'or ici. On est à Varna en Bulgarie. Et on voit aussi que les femmes sont souvent victimes de ces guerres. Où parfois sur certains sites on ne trouve pas de femmes parmi les morts, mais on peut imaginer qu'elles sont enlevées dans des phénomènes d'exogamie en quelque sorte. Voilà. Alors, cependant, il faut faire la part de la diversité des cultures néolithiques. On trouve parfois dans certaines de ces sociétés des femmes honorées, parées, soit dans des sépultures, soit par des sculptures qui les représentent. Voilà. Et au musée de Montpellier, aujourd'hui, j'ai vu une de ces statues menhirs associées à l'exposition Soulage. C'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Et dont certaines sont des femmes. Il y a des hommes en armes, mais il y a aussi des femmes parées de colliers, etc., qui représentent des héros ou des héroïnes de ces groupes. Alors, donc, mon troisième point en ce qui concerne la préhistoire, se situe donc autour de 5000 avant le présent et au moment de ce qu'on appelle l'âge du bronze, au moment de l'invention du bronze, et en Mésopotamie, où se constituent des cités-États dominées par des princes ayant un pouvoir politique et religieux. C'est à ce moment-là que l'invention des armes de métal impose la figure du guerrier.
et où l'invention de l'écriture impose l'existence de codes, de codification des règles, des lois et des règles du comportement social, de la famille et du mariage, entre autres. Voici par exemple le code d'Hammurabi, qui date du 18e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, dans lequel sont consignées tout un tas de règles relatives en particulier au mariage, à la famille et à la domination de l'homme, du père, sur l'ensemble de la maisonnée. Donc à partir du 3e millénaire avant notre ère, la société mésopotamienne institutionnalise le patriarcat. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant, mais ça veut dire que là, il va se trouver dans les institutions, dans les règles, dans les lois, dans les écrits. Et le règne du père se situe à tous les niveaux de la société, le chef d'État, le prêtre pour la religion et le père de famille. En général, les femmes sont reléguées au second plan, leur père, leur mari ou leur frère agissant en leur nom. On trouve aussi des formes de prostitution, d'esclavage, voire même, comme James Scott a pu l'écrire, de domestication des femmes qui sont exploitées pour justement non seulement leur travail, mais aussi pour produire des enfants, dans une société où il y avait une grande mortalité infantile. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut penser la persistance de la domination masculine depuis le plus lointain de la préhistoire? J'ai essayé de vous montrer qu'il y avait quand même des formes de variation, des variations des formes de la hiérarchie intersexuelle au cours des temps préhistoriques, selon les environnements, les modes de production et les modes de vie. Donc au Paléolithique, des sociétés relativement égalitaires où on ne peut pas exclure l'idée d'une domination masculine, mais elle doit se situer plus dans les symboles que dans les relations de force physique. Au Mésolithique et au Néolithique, donc des sociétés plus sédentaires, paysans, agriculteurs et éleveurs, la domination masculine s'accentue et émerge la violence privée et la guerre. À l'âge du bronze, cette domination s'intensifie et s'institutionnalise. Elle est portée par les structures sociales et religieuses. Alors, le regard porté sur la longue durée de l'histoire humaine nous fait percevoir la persistance jusqu'à nos jours de certains traits hérités du passé préhistorique. Et c'est vrai que les cadres des sociétés d'agriculteurs et d'éleveurs qui ont pu émerger au néolithique se retrouvent dans les sociétés agro-pastorales aujourd'hui. L'enfermement des femmes, la constitution d'une sphère domestique par opposition à la sphère publique à laquelle les hommes participent, le fait qu'elles ont beaucoup d'enfants et qu'elles sont requises pour avoir beaucoup d'enfants, le fait qu'elles se trouvent, leur virginité est jalousement protégée, le fait qu'elles doivent être cachées, voilées même, sont des choses qu'on retrouve dans les milieux, dans les sociétés agro-pastorales qui existent aujourd'hui. Et puis, cette institutionnalisation du patriarcat depuis 5000 ans, eh bien, en tout cas depuis la Mésopotamie jusqu'à l'Europe occidentale et tout le pourtour méditerranéen, ce sont des valeurs, des cadres qui se sont diffusés à travers en particulier les religions du livre, qui ont repris, qui se sont instituées sur ces fondements-là. On sait que le judaïsme est fondé, enfin les patriarches juifs sont originaires de ces régions et donc se sont institutionnalisés, ont contribué, les religions du livre ont contribué à la diffusion et à la permanence de ces cadres patriarcaux qu'on retrouve aussi alors sous d'autres formes d'origine à Rome, avec le pater familias, tous les cadres extrêmement forts du pouvoir masculin sur ces sociétés, et qu'on va retrouver comme une association de tous ces paramètres dans nos sociétés, par exemple dans le Code Napoléon dont je parlais tout à l'heure. Depuis 2 siècles, dans nos sociétés, donc, les luttes féminines, les progrès techniques et les avancées biomédicales qui ont transformé le rapport des femmes à la reproduction, et à leur reproduction et à leur corps, sont en train de recomposer les relations de genre dans nos sociétés, mettant en évidence leur plasticité, voire même leur réversibilité en fonction des contextes. La domination masculine, délétère, aliénante et dévalorisante pour les femmes, continue cependant d'exister au niveau individuel et social,
ça peut être une transgression, hein, ça peut être quelque chose de licite, plus ou moins tacitement accepté par l'ensemble du groupe, et au niveau des idéologies et même des États. Elle n'est cependant pas une fatalité indépassable. Je vous remercie. Bonjour, j'ai une question qui va vous paraître peut-être très naïve, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, au néolithique, alors qu'on a besoin que les femmes fassent des enfants, on les maltraite. Excusez-moi, mais... Je suis allée peut-être un peu vite sur ce point. Je veux dire qu'il y a un confinement des femmes qui est beaucoup plus accentué. Elles perdent leur mobilité. Hein, c'est-à-dire que le propre du paléolithique, c'est que les femmes sont mobiles. Elles peuvent sortir, elles peuvent aller cueillir, elles peuvent donc avoir une espèce de liberté dans l'espace. L'enfant est moins un poids qui va les tenir dans la sédentarité, dans l'immobilité. Et ce qui se passe au néolithique, c'est qu'il y a une multiplication des naissances, hein, multiplication des enfants. Il y a un confinement des femmes dans la sphère privée, ce que j'appelle la sphère privée. Il y a une reconfiguration des formes sociales, où on voit les femmes qui vont se trouver plus enfermées, plus sédentaires, plus liées au domestique, enfin au foyer, tandis que des hommes vont plutôt s'attacher à des activités en dehors du foyer et vont aller vaquer à d'autres occupations plus mobiles et à des responsabilités sociales, politiques, etc. Alors, tout cet ensemble, toute cette configuration renouvelée peut induire des relations plus tendues entre les entre deux genres plus tendus, plus difficiles, avec une hiérarchie qui s'accentue à travers cette dévalorisation des activités. Et même si on a besoin d'enfants, très souvent, l'attachement des femmes aux enfants est aussi un facteur de dévalorisation. C'est-à-dire qu'elles sont... Alors, il y a un sociologue qui a beaucoup réfléchi là-dessus, qui s'appelle Bernard Lahire. Même, il le dit de façon un peu trop radicale, à mon avis. Mais il dit que le fait que les femmes soient celles qui s'occupent des enfants contribue à leur dévalorisation, en ce que, justement, elles sont considérées comme des enfants. Elles sont associées aux enfants. Bon, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a d'abord, surtout la notion de famille élargie permet de distribuer les rôles entre les membres de la famille aux soins des enfants. Mais quand même, il y a cette sédentarité accrue des femmes, cette division des tâches qui fait qu'on va se trouver dans un rapport plus conflictuel et plus hiérarchique, en fait, avec la possibilité donc de maltraiter les femmes, alors pas forcément, hein, on peut très bien avoir des couples harmonieux, mais en tout cas, vous savez, dans les règles qu'on trouve qui sont institutionnalisés dans les écrits, etc. Il y a le droit pour les hommes de lapider les femmes infidèles, de les tuer si elles ont mal agi, des raids d'hommes qui vont punir des femmes qui auront qui auront désobéi, etc. Donc il y a effectivement, et on voit, c'est pas seulement une spéculation, on voit dans les sépultures en particulier des traces de maltraitance sur les femmes dans ces sociétés qu'on ne trouve pas au Paléolithique. Alors, si on ne les trouve pas au Paléolithique, c'est peut-être parce qu'il y a moins de vestiges, mais en tout cas, la maltraitance envers les femmes au Néolithique, elle est vérifiée. Aussi dans des formes plus subtiles, qui est une nutrition moins riche, un moindre accès aux protéines, etc., dans ces groupes. Voilà. Oui, j'ai des scrupules à vous poser la question, parce que je n'ai pas passé ma vie à étudier ces questions-là, mais chez les Étrusques, on a vu sur leurs tombeaux
que les femmes étaient admises au banquet, aux libations, qu'elles pouvaient être propriétaires, prendre des décisions. Est-ce que c'est matrilinéaire, matriarcal, je ne sais pas. Ça existait. Avant les Romains, parce que les Romains ne voulaient plus de femmes dans les banquets. Oui, oui. Bon, je vais pas parler des Étrusques et je n'en parlerai pas. Je me suis arrêtée donc aux sociétés mésopotamiennes. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une grande variabilité de ces formes sociales, qu'elles peuvent se distribuer différemment dans différents peuples, et que voilà, on peut quand même constater qu'il y a une filiation depuis l'émergence de ce que j'ai appelé l'institutionnalisation du patriarcat à l'âge du bronze jusqu'aux mœurs qu'on trouve dans nos sociétés actuelles. Il y a certainement quelque chose qui se transmet. Voilà. Alors qu'il y ait d'autres formes, et on trouve par exemple chez les Celtes à la même époque, il y a 5000 ans, on trouve, ou plus tard, même à l'âge du fer, on trouve des femmes qui sont des princesses, par exemple les princesses de Vix ou les princesses du Hallstatt, qui donc dominent des groupes sociaux. Et je vous ai montré les statues menhirs et ça. Il y a une diversité. Mais ce que j'ai, peut-être de façon un petit peu, simpliste et un peu caricaturale, mais en tout cas, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait une espèce de fil qui probablement trouve ses racines dans ces modes-là qui ont été établis à partir du 3e millénaire en Mésopotamie. Voilà. Alors on peut trouver des choses, on peut trouver des contre-exemples dans d'autres lieux. Oui, excusez-moi, je voudrais quand même vous faire une petite critique, alors que votre travail est extraordinaire, mais je trouve que vous ne mettez pas assez en avant les différentes religions qui ont quand même imposé cette histoire d'homme supérieur à la femme. Oui. Et ça, je trouve que c'est... Alors qu'aujourd'hui, vu le recul de la religion catholique, on s'aperçoit quand même que les femmes prennent de plus en plus de pouvoir, et même certaines voudraient commettre les mêmes erreurs que nous avons commis pendant des siècles et des siècles. Ah ben oui. Quand on voit que les femmes interdisent à des hommes de venir dans des réunions, etc., il y a quand même ce problème. Ah si, ça existe. Alors, attendez. Je vais répondre à la première partie de votre question. Alors, je vous remercie de ce reproche parce que dans mon livre, il y a toute une partie de chapitre qui est consacrée à ça. Donc, je réponds à votre question. Je l'ai pas éludé du tout. Et au contraire, je parle du judaïsme, du christianisme, de l'islam comme porteurs, les religions du livre, ce que j'appelle les religions du livre, comme porteuses de ces cadres patriarcaux dont je retrace l'origine donc à l'âge du bronze. On sait qu'Abraham est venu de Sumer, on sait qu'il y a tout un héritage en fait du système social babylonien, mésopotamien, qui s'inscrit dans la Bible et dans les religions, donc dans le judaïsme, et puis ensuite dans l'héritage du christianisme et dans l'islam. Donc vous trouverez dans mon livre, si vous le lisez, quelques pages sur les questions dont vous parlez. Maintenant, quand vous parlez de la réversibilité des formes de pouvoir, on peut voir ça aussi, ce que je disais sur les féministes américaines des années 70, comme parfois redresser le bâton qui a été trop longtemps courbé en un sens. Et il y a peut-être effectivement des apprentissages à faire de formes d'entente, de relations genrées qui ne soient pas des relations de domination. Voilà. Mais je pense que les femmes féministes et les femmes qui veulent reprendre une place dans la société sont certainement moins violentes et agressives que, d'une part, a été le patriarcat pendant longtemps, et d'autre part, que sont les masculinistes aujourd'hui, qui sont aussi...
Voilà. Merci pour votre intervention. J'avais juste une question à vous poser. Dans quelle mesure vous envisageriez une espèce dans laquelle le dimorphisme physique entre les hommes et les femmes soit inversé? Et comment ça se passe? Et ça existe dans la nature, dans les espèces où les femelles sont plus fortes que les hommes. Dans quelle mesure on ne peut pas imaginer que le constructivisme social dont vous avez très bien parlé aujourd'hui ne vient pas appuyer sur un déterminisme qui est d'origine biologique? Alors, effectivement, il existe dans le règne animal, et on connaît très bien ça, hein, il y a beaucoup d'espèces où les femelles sont beaucoup plus puissantes que les hommes, les mantes religieuses, hein, et puis il y a plein d'espèces où les hommes, les mâles sont petits, les femelles sont plus fortes, etc. Alors, ce que j'ai expliqué justement, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'une construction biologique et d'un fil qu'on tire depuis les déterminations physiques jusqu'aux déterminations sociales. Et si, bon alors ça c'est déjà un principe, hein, c'est la notion de genre, pense le social et non pas le politique, et non pas le biologique. C'est-à-dire que ce qui détermine les comportements humains, ce sont des règles qui sont produites par les acteurs sociaux eux-mêmes, et non pas par l'instinct ou par des déterminations physiques. Deuxièmement, si vous regardez ce que nous savons du dimorphisme sexuel dans la famille des hominines, c'est-à-dire au moins depuis l'origine du genre Homo, hein, Homo erectus, les Néandertaliens, les sapiens du Paléolithique supérieur, le dimorphisme sexuel n'existe pratiquement pas. Je vous ai montré la femme du Cavillon, hein, qui était un homme et qui est devenu une femme, dans la vision des préhistoriens. Chez Homo erectus, on n'a pas trouvé de dimorphisme sexuel. Chez Néandertal, il y a un faible dimorphisme sexuel qui parfois n'est pas du tout repérable. Il y a des tas de squelettes qui étaient considérés comme féminins, qui sont devenus masculins et inversement, hein. La fameuse femme de l'Aquina qui a changé 5 fois de sexe, hein, et on en voit tous les jours. Donc, chez les Néandertaliens, c'est une espèce extrêmement robuste, où les deux partenaires sont robustes, enfin l'homme et la femme sont robustes, et chez Sapiens, de la même façon. Alors, ça dépend des groupes, mais il y a des groupes où il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Et il semble que le dimorphisme sexuel se soit beaucoup accentué plus tard, pendant le néolithique. Alors, il y a des thèses. Priscille Toraille a écrit sur cette question. Elle a essayé de montrer qu'au fond, le dimorphisme sexuel dans l'espèce humaine était un dimorphisme acquis à travers la sélection sexuelle, à travers les traitements délétères, etc. Bon, il y a cette possibilité de penser ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse tracer en droite ligne depuis un supposé dimorphisme sexuel originel jusqu'à la domination masculine. Je pense qu'il n'y a aucun argument pour ça. Voilà. Oui, bonjour. Oui. Merci de votre exposé. Concernant les raccourcis de l'histoire, je crois que c'est l'anthropologue Desmond Morris qui expliquait qu'en fait, c'était les femelles qui choisissaient les mâles, notamment pour la largeur de leurs épaules, qui est devenu un trait caractéristique de la notion de séduction entre hommes et femmes, parce que les mâles puissants pouvaient ainsi prendre des pierres et éloigner les prédateurs et protéger du coup la progéniture, et donc favoriser la continuité de l'espèce. Oui. Si on fait un raccourci avec l'histoire, c'est juste une question que je me pose aujourd'hui, à savoir depuis 2 siècles, et spécialement depuis la révolution industrielle. Il semble que ce soit le manque de clarification entre les tâches réparties entre les genres, notamment avec l'aspect de la modernité, qui fait que ce conflit, entre guillemets, entre hommes et femmes s'accentue. Parce qu'auparavant, et depuis de longues traditions, il y avait une répartition claire des tâches qui étaient basées sur la force. L'homme qui était au champ avait une force qui lui permettait de faire un certain nombre de tâches que de toute façon la femme ne pouvait pas faire facilement. Par conséquent, la répartition des tâches était très naturelle. Alors que maintenant, la répartition des tâches
devient beaucoup plus complexe. Oui. Et alors, je me pose juste la question pour savoir si ce n'est pas là que réside un problème on va dire, de conflit supplémentaire qui n'existait pas avant. Bon, alors il y a beaucoup d'attendus dans votre proposition. Alors la première chose, c'est que vous parlez de Desmond Morris, qui est un auteur tout à fait intéressant, qui reprend en fait ce que raconte Darwin. Bon, j'ai pas parlé de Darwin, mais vous trouverez au premier chapitre de mon livre tout un exposé de la thèse darwinienne, à savoir que ce sont aux origines les femmes. Parce que dans la plupart des espèces sexuées, ce sont les femelles qui choisissent les mâles. Hein. On sait, le paon a une queue extraordinaire parce qu'il veut séduire les femelles. Et les femelles sont toutes ternes, en fait, hein, chez les paons. Donc, il explique qu'il y a un tas de traits. Alors, on parlait des épaules, mais ça peut être le port de la moustache, la pilosité, un certain nombre de caractéristiques physiques qui s'expliquent essentiellement, non pas par la sélection naturelle, hein, mais par la sélection sexuelle. Ce sont des traits différentiels entre les mâles et les femelles. D'accord ? Et Darwin explique que c'est de ce fait que les hommes se sont appropriés, en quelque sorte, le droit de choisir les femelles qui étaient le plus à leur goût à travers cette sélection donc de traits plus, qui les rendaient plus capables de le faire. Alors maintenant, vous me dites, la division du travail entre les hommes et les femmes, elle était naturelle, et puis elle est devenue artificielle. Moi, je ne crois pas à cette proposition-là. J'ai essayé de vous expliquer depuis le début que la revendication du naturel était en fait biaisée, parce que la nature, encore une fois, n'a pas imposé forcément des hommes beaucoup plus forts que les femmes. Vous avez, encore une fois, et Darwin le dit aussi dans son livre, vous avez, je viens de l'expliquer, une égalité de stature au Paléolithique. Hein. Alors c'est peut-être quelque chose qui a été acquis, peut-être quelque chose qui a été accentué par la division des tâches au néolithique, c'est possible, qui fait que effectivement c'est passé pour quelque chose d'évident, de naturel, que les hommes devaient faire ceci et que les femmes devaient faire cela. Il se trouve, comme vous dites, qu'après la révolution industrielle, les rôles étaient moins partagés, moins définis, dans la mesure où il y a des machines, où on demande moins de force physique pour travailler au champ ou pour travailler pour produire de quoi se nourrir. Et effectivement, il y a des transformations, mais ces transformations, elles sont, à mon avis, non pas du naturel à l'artificiel, mais elles sont des transformations sociales, des modes de vie, des modes de subsistance, comme ça a été le cas pendant toute l'histoire humaine. Et donc, je crois que cet ancrage dans la nature, qu'il y ait une histoire de la différence des sexes, qu'il y ait une histoire de la domination masculine, qu'elle soit plus ou moins accentuée dans certains groupes, moins accentuée dans d'autres, ne signifie pas qu'il faille donner pour naturel un certain moment de cette histoire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonsoir, merci beaucoup de votre exposé. Je suis là, pardon. J'ai une question. Je suis là. J'ai une question et je suis désolée s'il y a un détour pour poser ma question. En fait, dans des fouilles archéologiques récentes en Amérique centrale, on voit de plus en plus de figurines de femmes caciques, donc de femmes chefs et de femmes chamanes également, ce qui n'était pas du tout le cas dans d'autres fouilles plus historiques, 200 ans, 100 ans. Du coup, de fait, je m'interroge si de la même façon qu'on a un effet Mathilda en science, on a un effet aussi de destruction de certaines preuves de femmes chefs, de femmes qui ont un rôle important dans des sociétés précolombiennes, d'autant plus qu'on utilise pas mal l'anthropologie aujourd'hui de peuples chasseurs-cueilleurs encore présents aujourd'hui et ou précolombiens pour se projeter un peu sur ce passé lointain du néolithique. Donc, est-ce qu'il y a une destruction ou des traces historiques d'une destruction d'un certain type de figurines ou d'art ou de preuves de rôle de femmes ou de symboles de femmes autres que de femmes dominées?
Oui, bon, j'ai donné 2 ou 3 exemples très rapidement. Hein. J'ai parlé de l'âge du fer, où on a ces princesses qui visiblement avaient beaucoup de pouvoir. Hein. Si vous allez à Vix, vous verrez une princesse sur une espèce de char en or, avec une espèce de cratère, d'énormes vases dans lesquels elle pouvait mettre du vin et le distribuer à tout son peuple. Une richesse absolument incroyable. Donc on connaît, et on en parle. On connaît des moments de l'histoire humaine, et même de la préhistoire humaine, où il y a un rôle des femmes qui pouvait être un rôle plus dominant. Mais ça c'est souvent limité à un certain espace, à un moment de la très longue histoire. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un tabou ou un refus de préciser ça. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis quelques années ou quelques décennies, on a des gens qui font des thèses là-dessus. Il y a eu une thèse qui a été faite récemment sur tout l'arc au-dessus des Alpes, hein, où on a trouvé ces fameuses civilisations de l'âge du fer avec une dominance féminine. Qu'il y ait... Alors, vous parlez de statuettes qui ont été trouvées dans la mairie précolombienne. La question est de savoir interpréter ces statuettes. Il y a des statuettes tout le temps. Il y en a au paléolithique, il y en a au néolithique. Est-ce que le fait de trouver une statuette féminine signifie une domination féminine? Est-ce que si vous voyez un tableau représentant une femme dans une église, ça veut dire que l'église catholique célèbre le pouvoir féminin? La représentation doit être abordée avec prudence dans l'interprétation. Donc, qu'il y ait des représentations féminines, c'est une chose. Parfois même, dans l'interprétation des statuettes néolithiques, elles sont pas genrées, mais on met tout dans le coin des femmes, si on veut vraiment dire qu'il y a un pouvoir féminin, etc. Donc l'interprétation elle-même, elle est très délicate. Hein. Alors je ne connais pas les choses dont vous parlez en Amérique centrale. Peut-être qu'elle révèle effectivement une présence des femmes et un pouvoir féminin. Vous dites que c'est peut-être gommé ou écarté par les interprètes. Alors je ne sais pas de qui vous parlez. Peut-être qu'il y a cette visée-là, mais je pense que les mouvements féministes en archéologie ont beaucoup avancé et sont très sensibles, s'il y a des preuves, à les mettre en avant. Voilà. Il faudra voir ça de près. Bonjour, je me demandais si vous faites le lien entre domination de la nature, domestication des plantes et des animaux, et domination de la femme au néolithique. Oui. Merci. Oui, c'est une belle question. Effectivement, il y a c'est une thèse qui a été avancée, hein, que le fait d'avoir domestiqué les animaux est une forme de puissance, donc d'expression d'un pouvoir et d'un pouvoir masculin qui pourrait se retentir sur le rapport aux femmes, le rapport aux enfants, etc. Alors, quand même, il y a des nuances à apporter à ça. Je pense que vous avez assisté peut-être à la conférence de Charles Stepanov, hein, où il parlait justement de toutes ces affaires de domestication. Il y a des choses très intéressantes dans son livre qui s'appelle Attachement, où il dit qu'au fond, ce qu'on appelle l'apprivoisement est probablement originellement le fait des femmes. C'est-à-dire que les petits animaux, les animaux bébés qui étaient élevés, en particulier au paléolithique, les premiers animaux, que ce soit des loups, que ce soit d'autres animaux qui ont été élevés dans des groupes humains, avaient besoin d'être nourris, et probablement c'est le lait des femmes qui a contribué à leur élevage. Et que les femmes ont été en quelque sorte les premières à apprivoiser. Alors il y a évidemment une différence entre apprivoiser et domestiquer. Et c'est peut-être dans ce passage qu'on passe d'une action féminine, hein, à une action plus distancée et plus propre à un enjeu, qui engage un enjeu de pouvoir qui pourrait être assimilé au pouvoir des hommes sur les femmes. Voilà. Mais ce sont des questions très, très intéressantes, oui. Bonsoir. Je voulais savoir, vous faire en tout cas
parler sur la question de la domination des femmes et la propriété privée, puisque quand vous évoquez en fait le passage à l'agriculture, c'est un moment où on passe alors de manière plus ou moins forte, et c'est pas univoque, mais sur la question de la propriété privée, se pose la question de la transmission du patrimoine, et donc il y a encore plus besoin de contrôler les femmes. Est-ce que cette corrélation, on la retrouve partout? Est-ce que sur des sociétés, à des moments où, même aujourd'hui, des sociétés où il y a moins de propriété privée, peut-être sur des sociétés plus nomades, etc., est-ce qu'on voit qu'on est sur des formes plus douces de domination masculine ou pas forcément? C'est une question très précise, là. Je ne sais pas si je saurais y répondre. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre la propriété privée et la domination masculine? C'est ça la question que vous posez? Et s'il y a des exemples? Effectivement, il y a toute une logique d'un raisonnement qui peut nous faire penser qu'à partir du moment où on a des biens à transmettre, il y a la nécessité non seulement de faire des enfants, mais si on est dans un cadre plutôt patriarcal, de les transmettre par les hommes, par les fils. Et donc cette transmission, elle se fait évidemment grâce aux femmes, mais aussi dans la filiation des biens, filiation biologique ou donnée pour telle, ou pas biologique d'ailleurs, ça peut être des adoptions, comme à Rome, c'était les pères adoptaient les fils qu'ils choisissaient, qu'ils voulaient avoir, qui passe par les hommes. Donc c'est pas exclusif le fait que les femmes portent les enfants et font beaucoup d'enfants, et le fait que la propriété se transmet, qu'elles sont dépossédées de la propriété, qu'elles produisent aussi bien. Je pense qu'on n'est pas dans un schéma forcément qui permet de penser l'articulation entre le fait que les femmes font les enfants et le fait qu'elles possèdent ni ces enfants, ni les biens du groupe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci infiniment Claudine Cohen. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.